La nuit a toujours eu ses secrets. Pour certains, elle n'est qu'un voile de silence, propice aux rêves et au repos, mais pour d'autres, elle est un terrain de chasse, un espace où l'ombre respire, où chaque souffle dans le noir peut cacher une vérité inavouable. Je m'appelle Abel, et depuis ma naissance, je n'ai jamais eu le luxe d'ignorer ce que la plupart préfèrent oublier. Je suis un chasseur de vampires. Pas un héros, pas un justicier masqué, encore moins un personnage de légende. Juste un homme qui a hérité d'un fardeau et qui l'a accepté sans broncher. Avant de plonger dans mes récits, laissez-moi vous prévenir. Ce que vous allez entendre n'est pas fait pour vous rassurer. Il n'y a pas de conte de fées, pas de fin lumineuse, seulement des vérités froides, des blessures anciennes et des ombres trop anciennes pour disparaître. Et puisque vous êtes là à écouter ces mots, je vous invite à franchir avec moi la frontière entre le monde que vous croyez connaître et celui qui se cache derrière. Si vous aimez ces récits où la réalité se déchire pour révéler l'horreur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'Horreur. D'autres histoires comme celle-ci vous attendent, et croyez-moi, vous ne voudrez pas les affronter seul. Je n'ai pas choisi ma vie. Personne ne le fait vraiment, mais dans mon cas, le destin était gravé avant même que je ne voie le jour. On ne devient pas chasseur de monstres par hasard. On ne s'inscrit pas à un programme. On ne reçoit pas de diplôme ou de badge officiel. C'est une voie qu'on vous impose, ou que l'on découvre trop tard, au prix de sa propre mort. Moi, je suis né dedans. Je viens du cœur du Kansas rural, un endroit que personne n'imagine réellement lorsqu'il pense à cet état. Pas de grande ville, pas de gratte-ciel. Juste des champs à perte de vue, des routes de terre, des clôtures usées, quelques maisons éparpillées comme des points sur une vieille carte jaunie. Un seul diner qui sentait toujours le café brûlé. 2 églises où les mêmes sermons résonnaient semaine après semaine. 3 familles qui s'accrochaient à la terre depuis 4 générations, refusant obstinément de partir. Ma mienne faisait partie de celle-là. Mais notre héritage n'était pas des hectares de blé ou un troupeau de bétail, non. Ce que mes parents ont transmis, c'était des pieux aiguisés, des grimoires annotés et des secrets gravés dans l'encre et le sang. Ils n'ont jamais menti sur la raison de ma naissance. Pas d'histoire de miracle, pas de coup du destin romantique. Ils m'avaient conçu pour une seule et unique raison, continuer la lignée. Comme d'autres lèguent des dettes ou des hectares de terre, moi, j'ai reçu une guerre ancestrale. À 5 ans à peine, je savais déjà que j'étais le prochain, que ma vie ne m'appartiendrait jamais vraiment. Je n'ai jamais connu le rêve américain. Les brochures d'université, avec leurs étudiants souriants sur des pelouses verdoyantes, n'étaient pas pour moi. Un jour, une conseillère scolaire m'a parlé de bourse et d'avenir radieux. Elle tenait dans ses mains une feuille glacée, où un gamin souriait, un ordinateur portable à la main. Je n'ai rien dit. J'ai juste secoué la tête. Elle a cru que ma famille n'avait pas les moyens. J'ai préféré la laisser penser ça. La vérité, si je lui avais expliqué, si je lui avais dit que mon avenir était de chasser des créatures tapies dans l'ombre, elle n'aurait jamais pu le comprendre. Pendant que les autres enfants s'inscrivaient au baseball, je me levais à l'aube pour manier un bâton de bois sous la pluie battante. Tous les samedis matins, sans exception, mon père me tirait du lit alors que le soleil n'avait même pas percé l'horizon. Pas de camp d'été, pas de fête foraine, pas de vacances à la mer, seulement des entraînements, encore et encore. Il me donnait une simple tige de bois, brute, sans éclat. Pas pour jouer, pour survivre. Il m'apprenait à me tenir debout sans trébucher sur le gravier, à lire la terre comme un livre ouvert, à reconnaître dans un sourire trop large ou dans une voix trop douce le signe que quelque chose n'allait pas. Car les vampires, ils ne se ressemblent pas tous. Certains n'ont rien de monstrueux au premier abgard. Ils se fondent, ils s'adaptent. Leur force, c'est l'illusion, et si vous ne savez pas voir au-delà de cette façade, vous êtes déjà perdu. Les années passaient, et chaque aube ressemblait à la précédente. Mon père me façonnait avec une rigueur militaire, mais sans jamais hausser la voix. Ses gestes, précis et mesurés, suffisaient à m'apprendre que l'erreur n'était pas une option. Il disait toujours « Les monstres ne t'accordent pas de seconde chance. Pourquoi devrais-je t'en donner une ?» C'était sa manière de m'aimer. Pas de câlins, pas de mots tendres, seulement des exercices répétés jusqu'à l'épuisement, des corrections sèches et des leçons gravées au fer rouge dans ma mémoire. Il m'apprenait à frapper, mais surtout
à attendre, car chasser ne se résume pas à tuer. Chasser, c'est observer. C'est savoir quand se retenir, quand rester tapi dans l'ombre à écouter la respiration du monde. Souvent, il m'amenait dans les champs encore couverts de rosée, à la frontière du bois, et me disait de rester immobile, des heures parfois. Pas un mot, pas un geste, juste le silence. Au début, mes jambes tremblaient, mes pensées s'égaraient. Mais peu à peu, j'appris à me taire, à écouter, à percevoir le moindre craquement, le moindre frisson dans l'air. Regarde bien, Abel. Le danger ne vient pas toujours de ce qui bouge. Parfois, il se cache dans ce qui est trop immobile. Ces mots sont restés en moi, comme une cicatrice invisible. Ma mère, elle, m'enseignait un autre art, celui de penser. Elle n'était pas chasseuse, pas dans le sens où mon père l'entendait. Elle, c'était l'érudite, la gardienne des archives. Chaque soir, elle restait des heures à sa table, une lampe fatiguée éclairant des pages couvertes de son écriture fine et aiguisée. Elle compilait tout, nom, lieu, date, habitude. Elle disait que la mémoire s'efface, mais que l'encre survit. Je la regardais, fasciné, noircir des carnets de notes. Ses phrases étaient brèves, tranchantes, comme si chaque mot pesait une vie. Ils deviennent plus intelligents chaque année. Tu dois écouter plus que tu ne parles. C'était sa maxime. Entre deux, j'appris l'équilibre. Le fer et l'encre. Le cou qui tranche et l'oreille qui écoute. Quand les autres enfants passaient leur adolescence à se chercher, à se demander qui ils étaient, moi je n'avais pas de doute. Pas de crise d'identité, pas de rêve d'avenir différent. Tout était tracé. Quand mes camarades feuilletaient des guides de carrière, moi je déchiffrais des arbres généalogiques de créatures anciennes. Quand ils se préparaient pour le bal de fin d'année, je répétais comment neutraliser une table sans la tuer. Et le plus étrange, c'est que je ne les enviais pas. Leur vie m'était étrangère, presque irréelle, comme si nous n'appartenions pas au même monde. Il n'y avait ni gloire, ni trophée dans ma voix. Aucun applaudissement ou aucun remerciement. Pas de statue érigée, pas de récits glorieux chantés dans les tavernes modernes que sont les bars de village. Seulement, des départs au petit matin, des chambres de motel désertes et des silences lourds. Pourtant, il y avait une forme de vérité là-dedans, une pureté. Quand je chassais, je savais qui j'étais. Je savais que le mal existe, qu'il a un visage, qu'il se cache dans les coins les plus sombres des villes et des campagnes. Il n'y avait pas de mensonge possible, pas de masque, seulement le réel, cru et violent. Ma mère m'avait appris à voir le monde sans illusion. Pas de croyance naïve dans la bonté universelle. Pas de justice céleste, non. Elle disait « La vie n'est ni juste ni injuste. Elle est, c'est tout. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. » Ces paroles m'accompagnaient dans chaque veille solitaire, dans chaque nuit où je doutais. Puis un matin, tout a basculé. Mon père est mort avant la fin de ma formation, foudroyé par cette guerre invisible qu'il avait embrassée toute sa vie. Je me suis retrouvé seul, mais pas sans armes. Il avait laissé derrière lui un héritage de papier, ses carnets, ses lettres, ses avertissements. Dedans, il notait tout, les endroits à éviter, les contacts fiables, les pièges mortels à reconnaître. J'y trouvais mention d'une femme en Ohio qui forgeait des armes sur mesure, d'un chemineur qui faisait passer du matériel à travers les frontières sans poser de questions, et d'un prêcheur en Louisiane capable de sentir le mal dissimulé sous une peau humaine. Pas des amis, des alliés de circonstance, des ombres parmi les ombres. Car c'était une autre leçon, ne jamais s'attacher. Tout lien est une faiblesse, disait mon père. Et dans ce métier, toute faiblesse finit tôt ou tard enterrée sous la terre froide. Alors, j'ai pris la relève. À 18 ans, j'étais seul. Trop jeune pour certains, mais déjà trop vieux pour ignorer la mission. Je suis devenu ce que j'avais toujours été destiné à être, un chasseur. J'avais 18 ans. L'âge charnière. Ni tout à fait un enfant, ni vraiment un adulte. Trop jeune pour avoir vécu, trop sûr de moi pour comprendre ce que signifiait réellement le danger. Mon père appelait cet âge la falaise. Il disait
18 ans, Abel, c'est le moment où tu crois que tu peux voler, jusqu'au jour où tu tombes. Et crois-moi, tout le monde tombe une fois. Pour moi, cette chute s'est produite dans le sous-sol humide d'une église perdue au fin fond du Kansas. Je séjournais alors dans une petite ville oubliée, le genre de bourgade où le temps semblait s'être arrêté dans les années 50. Je devais donner un coup de main à un vieil ami de mon père pour réparer un toit. Rien de plus, juste du travail manuel et quelques rumeurs locales à surveiller. Mais dans ma vie, le calme est toujours un mensonge. Le danger, lui, ne regarde jamais le calendrier. Un dimanche matin, à la sortie de la messe de Saint-Lux, le prêtre de la paroisse m'a approché. Ses mains tremblaient. Son col sacerdotal était de travers, comme s'il avait été posé à la hâte. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas essayé de me convaincre. Il a simplement glissé dans ma main un petit papier plié en 4 et m'a murmuré « Lisez-le, mais seul ». Je n'ai attendu que quelques rues pour découvrir son contenu. L'écriture était chaotique, nerveuse. Je crois que quelque chose se cache dans le sous-sol. Venez après la tombée de la nuit. Ne portez rien qui ressemble à une arme. Cette dernière phrase me glaça le sang, car seul quelqu'un qui a déjà pressenti le mal peut deviner qu'un monstre reconnaît une arme avant même de voir celui qui la tient. À la tombée de la nuit, je revins. La grande porte de l'église était close, mais le prêtre m'attendait à la petite entrée latérale, près du jardin du presbytère. Il m'ouvrit sans un mot, le regard fuyant, puis me guida à travers les couloirs étroits. Nous passâmes devant des salles de catéchèse mais désertes, des placards de rangement poussiéreux, jusqu'à l'escalier dissimulé derrière l'autel. Arrivé au seuil du sous-sol, il s'arrêta net. Ses yeux, rougis par la peur, se plantèrent dans mes yeux. Je ne descends pas. Le reste, c'est votre affaire. Il traça un signe de croix tremblant et s'en alla. Je me retrouvais seul dans l'escalier, le silence assourdissant comme un tambour qui bat dans le crâne. À chaque marche, l'air se refroidissait. Le bois gémissait sous mes pas. Une odeur âcre s'insinuait dans mes narines, mélange d'air et de pourriture. Je m'arrêtai devant une porte de métal marquée « Stockage ». La clique m'avait donné le prêtre me semblait peser une tonne dans ma main. Quand je la tournai dans la serrure, le cliquetis résonna comme une sentence. À l'intérieur, la lumière vacillante d'un néon révélait l'horreur. Des poches médicales éventrées, jetées à même le sol, certaines encore tièdes, d'autres déjà coagulées. Et dans l'ombre, accroupi, un homme en gilet de costume, manches retournées, la bouche collée à une poche à moitié vide. Il chantonnait, un air sans mélodie, un souffle grave et lancinant, comme un animal bercé par son propre festin. Je m'approchai sans bruit. Ses lèvres étaient souillées de rouge, ses yeux fermés, son corps tendu de plaisir. Mon père m'avait averti. Quand ils se nourrissent, Abel, c'est leur seul instant de faiblesse. N'hésite jamais, ne leur laisse pas une seconde pour relever la tête. Alors, je n'ai pas hésité. Je bondis, et d'un coup sec, je plantai mon pied improvisé, une patte de chaise aiguisée, entre ses omoplates. Un hurlement guttural inhumain remplit la pièce. Le corps se cabra, se tordit dans une convulsion violente. Je retirai l'arme d'un geste brutal, puis frappai de nouveau droit dans le cœur cette fois. Il eut un ultime spasme, puis s'effondra. Son visage, banal en apparence, resta humain. Pas de croc démesuré, pas de transformation grotesque. Juste un homme, ordinaire, avec une chemise propre et un veston élégant, jusqu'à ce que son corps commence à se fissurer. Sa peau craqua comme de la cendre sous la chaleur. Ses muscles se désagrégèrent. En quelques secondes, il ne resta plus qu'un tas de poussière grisâtre. L'odeur qui monta alors me fit reculer d'instinct. Piquante, amère, comme du marc de café trempé dans de l'alcool bon marché. Je restai figé, les mains tremblantes, le pied encore ensanglanté. Mon premier vampire. Mon premier vrai combat. Et je venais de gagner. En remontant l'escalier, j'avais le cœur lourd, mais le regard clair.
Le prêtre m'attendait, pâle, les mains crispées. Il cherchait ses mots, mais aucun son ne sortit. Alors j'ai simplement dit « C'est terminé. Vous n'avez plus rien à craindre. Mais n'ouvrez plus vos portes aux inconnus. Jamais. Si quelqu'un frappe, même avec un sourire, même avec une voix douce, ne le laissez pas entrer. S'ils étaient humains, ils n'auraient pas besoin de demander. » Puis je suis parti. Le lendemain, mon père vint en ville. Je n'eus pas besoin de lui raconter. Un seul regard lui suffit. Il comprit. Et ce jour-là, il posa sa main sur mon épaule. Un seul geste. Mais il valait tous les mots du monde. C'était fait. J'avais franchi la falaise. Je n'étais plus l'élève. J'étais devenu un chasseur. Après ce premier sang, il n'y eut plus de retour possible. J'avais franchi la ligne invisible qui sépare l'ignorance de la connaissance, l'innocence de la guerre. Mais la vie de chasseur n'est qu'une route sans fin. Une fois une menace éradiquée, une autre attend déjà dans l'ombre. C'est ainsi que je me retrouvais au nord, dans une ville à milieu des champs du Kansas, Chicago. J'aimais cette ville à ma manière. Ces gratte-ciel embrasés par les lumières de la nuit, ces rues toujours grouillantes de bruit et de mouvement. Tout y vibrait comme une fourmilière géante. Les passants pressés, les klaxons incessants, les néons clignotants qui donnaient l'impression que même les ténèbres n'osaient pas s'installer complètement. J'aimais cette brutalité honnête. Les gens ne prenaient pas de gants. Ils vous bousculaient sans excuse, vous insultaient sans détour et continuaient leur chemin. Rien n'était caché. Et puis, il y avait la nourriture. Les meilleurs repas de ma vie venaient de ces petites cuisines étroites où le chef ne pouvait à peine respirer. Je me rappelle encore d'un sandwich au pain brûlant, garni de viande épicée, que j'avais mangé debout dans une ruelle, le jus dégoulinant sur mes doigts. Le goût me reste plus vivace que bien des visages croisés. Mais je n'étais pas là pour le plaisir. J'étais sur la piste d'un vampire échappé de Oakbrook. Pas une créature exceptionnelle, mais assez rusé pour disparaître avant que les habitants ne se doutent de quoi que ce soit. Son odeur m'avait mené jusqu'à un club du West Side, un endroit sans nom, sans enseigne, où l'on n'entrait qu'avec la bonne réputation. Dangereux ou séduisant, peu importait, du moment que vous attiriez l'attention. La salle était saturée. Musique lourde, basses qui battaient comme des battements de cœur géants, sueur, parfum bon marché et éclats de voix qui se perdaient dans les lumières stroboscopiques. J'observais depuis une passerelle surplombant la foule, repérant chaque mouvement suspect. Mon regard suivait mon objectif, un homme à la démarche étrange, lente, comme détaché du tumulte de la fête. Un vampire. Et puis, soudain, un bruit déchira la musique. Un coup de feu sec et implacable résonna depuis l'allée derrière le club. La déflagration vibra contre les murs. Quelques têtes se tournèrent, mais la majorité resta indifférente, happée par la transe de la fête. Moi, je n'attendis pas. Je filai par la sortie arrière. Dans l'allée étroite, la scène se figea devant moi. Un corps déjà en fuite, trébuchant dans l'ombre, le vampire blessé. Et un jeune homme, immobile, un pistolet encore fumant dans la main. Je baissai les yeux. Une mare de sang bouillonnait sur le bitume, sifflant au contact de la pierre. Pas besoin de vérifier. Je savais, ce n'était pas du sang humain. « Tu viens de tirer sur un vampire », je dis, sans cacher le reproche dans ma voix. Le garçon se retourna. 17-18 ans tout au plus. Trop jeune, trop sûr de lui. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas de peur. D'excitation. L'adrénaline brûlait encore dans ses veines. « Ouais, et alors ? Je l'ai touché, je crois. » répondit-il avec un sourire insolent. Je m'avançai d'un pas, les mâchoires serrées. On ne tire pas dans une ruelle pleine de monde. Pas dans une ville grouillante de vampires encore tapissée à l'intérieur. Tu crois avoir réglé le problème, mais tu viens de lâcher une bête affamée dans les rues. Il se rit, presque moqueur. T'es qui pour me donner des leçons à l'ancien ? Je plantai mon regard dans le sien. Abel, chasseur de vampires. Et toi ? Il haussa les épaules, puis pointa un écusson sur sa manche, un emblème inconnu, brodé sur sa jevette. Institut, division monstre. Alors je compris.
Les chasseurs comme moi, élevés la dure par leur famille, et les jeunes de l'Institut, formés en camp, encadrés par des manuels et des protocoles, nous étions cousins, pas brères. Nous partagions la même guerre, mais pas la même langue. Mon père n'aimait pas l'Institut. Ils sont pleins de théories, Abel. Ils croient pouvoir enfermer les monstres dans des cages et les étudier. Mais quand ça dérape, qui est-ce qui nettoie le carnage? Pas eux. Milo, avec son sourire arrogant et sa chevette toute neuve, en était l'incarnation. « Peu importe, c'est géré », dit-il en haussant les épaules. Je m'approchai encore. « Non, ce n'est pas géré. Tu as laissé filer une créature blessée, affamée, et sans aucun suivi. Tu crois avoir gagné, mais tu viens de condamner quelqu'un. » Il leva les yeux au ciel, amusé. « Tu parles comme un vieux rabat-joie. » Je ne répondis pas. La colère n'avait pas sa place, mais dans le fond de moi, je savais déjà que je passerais les prochains jours à réparer son erreur. Et ce fut exactement le cas. Je passais les 4 jours suivants à ramasser les morceaux de l'erreur de Milo. 4 nuits sans sommeil, à courir après les échos d'un monstre blessé. Les premiers signes ne trompaient pas. Une disparition signalée au commissariat, une jeune femme sans histoire, puis un vieil homme aperçu pour la dernière fois près d'un arrêt de bus désert. Les indices convergeaient tous vers un même endroit, un complexe d'appartements à l'abandon dans un coin oublié de Little Village, un bâtiment condamné depuis des années, en attente d'une démolition qui ne venait jamais. Personne ne vérifiait plus les lieux. Personne, sauf moi. Dès que j'approchais, l'odeur me prit à la gorge. Lourde, putride, un mélange de fer rance, de moisissure et de sang séché. L'air vibrait comme un avertissement. La porte d'entrée était enchaînée de l'extérieur. Un signe qu'on avait voulu masquer l'intérieur plutôt que le protéger. Je sortis mon couteau et brisai le cadenas rouillé. À l'intérieur, les murs semblaient suintés d'humidité. Sur le sol, des traînées de sang séché, fines comme des griffures, serpentaient vers le sous-sol. Je pris une inspiration lente, préparai mes outils. De l'ail pour brouiller ses sens. De la souche brûlée pour l'affaiblir. Et un pieu, toujours. Je disposais des mèches aux fenêtres, plaçai une grenade fumigène improvisée dans l'escalier qui descendait au sous-sol, puis je craquai l'allumette et laissai la fumée s'infiltrer. Une odeur âcre envahit la cage d'escalier, épaisse, étouffante. Je descendis. Les premières secondes furent silencieuses, puis un bruit surgit du noir, un souffle rauque, précipité, comme un animal traqué. Je le vis alors, le vampire jaillit de l'ombre, à moitié consumé par les herbes brûlantes. Son visage n'était plus qu'une grimace. Sa peau cloquée, ses yeux larmoyants, sa bouche dégoulinante d'une salive noire. Il bondit, maladroit mais toujours rapide. Son corps, déformé par la faim et la douleur, se déplaçait avec une force désespérée. Le premier coup de pieu échoua, effleurant son épaule. Il me projeta contre le mur d'un revers brutal. Mon dos heurta le béton. Ma respiration s'étrangla. J'entendis son grognement, animal, à quelques pas seulement. Je roulais sur le côté, me redressai et frappai de toutes mes forces une deuxième fois. Cette fois, le bois s'enfonça dans sa poitrine. Le cri qui sortit de sa gorge n'était pas humain. Il convulsa. Son souffle se transforma en gargouillat immonde, puis il s'écroula. Le silence retomba. Un silence lourd, presque sacré. Je restai accroupi, haletant, le pieu encore planté dans le cadavre. Le corps commença à se désagréger, laissant derrière lui une poussière épaisse qui s'éleva comme un voile grisâtre. Je savais que c'était terminé. Mais je savais aussi que ce n'était qu'une bataille. La guerre, elle, continuait. Et Milo disparut. Je ne le revis jamais à Chicago. Sans doute rappelé à son institut, envoyé jouer les apprentis chasseurs ailleurs. Peu importe, il avait laissé derrière lui un désastre que j'avais dû nettoyer. Moi, je n'oublie pas. Dans les grandes villes, les monstres ne sont pas toujours ce qu'on croit. Certains se dissimulent dans les bars, d'autres dans les sous-sols des églises ou les immeubles délabrés. Mais moi, j'ai appris que les meilleures informations ne viennent pas des rumeurs officielles, ni même des chasseurs de l'Institut. Non, les vérités les plus utiles se trouvent sous terre, dans les égouts.
c'est là que vivait Zazo. Un gobelin, ni allié ni ennemi, juste une créature qui avait trouvé son confort dans l'odeur pestilentielle des canalisations. Un roi de la crasse et du silence. On ne traitait pas d'avec Zazo comme avec un informateur humain. Il n'aimait ni l'argent ni les promesses. Il n'avait qu'une seule faiblesse, la bière de pomme artisanale et les barres chocolatées Snickers. Et il fallait lui apporter les deux, jamais l'un sans l'autre. Je descendis par une plaque d'égout du côté ouest. L'air y était irrespirable, saturé de moisissures, de gaz stagnants et de rats. Je connaissais le chemin. 3 couloirs à gauche, une arche effondrée, puis une salle plus large, éclairée par des bougies grasses plantées dans des bouteilles cassées. Zazo m'attendait. Petit, voûté, la peau verdâtre striée de cicatrices. Ses dents pointues claquaient doucement alors qu'il flairait l'air comme un chien. Ses yeux globuleux brillaient d'une lueur jaune dans l'obscurité. « Tu as apporté ce que je veux, chasseur », souffla-t-il d'une voix sifflante. Je sortis 2 packs de bière de pommes encore froids et un sac plastique contenant 6 barres chocolatées Snickers. Il les renifla sans même les toucher. « Enfin du vrai, pas ton immonde version allégée », ricana-t-il. Il arracha une barre, l'avala presque sans la mâcher, puis vida une bouteille d'une seule traite. La mousse resta collée à son menton comme une barbe de lait. Ses yeux se plissèrent de satisfaction. « Bon, tu veux savoir quoi cette fois ?» Je lui parlais de ce quartier tranquille de banlieue où les disparitions s'accumulaient. Animaux retrouvés morts, incendies mineurs, sans-abri effacés des rues comme s'ils n'avaient jamais existé. Rien de spectaculaire, mais une mosaïque inquiétante. Zazo écouta sans m'interrompre, léchant ses doigts poisseux de chocolat. Quand je terminai, il hocha la tête. « Tu as raison, ce n'est pas un hasard. Quelque chose s'installe, pas un simple vampire errant. Non, un coven. » Le mot me serra la poitrine. Un coven, une branche d'une horde organisée. Zazo poursuivit, son souffle fétide emplissant la pièce. Il se déplace, comme un arbre à racines profondes mais dont les branches s'étendent de ville en ville. Tu n'as croisé qu'une branche isolée, mais l'arbre, lui, est immense. Je fronçai les froncils. Où ? Zazo ricana, ses dents brillantes luisant à la lueur des flammes. Vielle laverie à l'est. Une façade. Personne n'y lave de linge. Même les rats n'y vont pas. C'est l'entrée de leur nid. Et son ton se fit grave, presque prévenant. Et prépare-toi, chasseur. Ils sont arrogants. Trop de sang les a rendus imprudents. Mais c'est justement là qu'ils sont les plus dangereux. Je lui donnai une dernière barre chocolatée. Il l'arracha les mains comme un roi acceptant un tribut, puis disparut dans l'ombre de son repaire sans un mot d'aboire. Je remontai à la surface, le cœur lourd. Je savais ce que signifiait un coven en expansion. Plus qu'un combat, c'était une guerre qui s'annonçait. Et à vous qui écoutez cette histoire, souvenez-vous, il y a toujours quelque chose qui grandit dans l'ombre, prêt à s'étendre dans vos rues, vos maisons, vos vies. Abonnez-vous à la chaîne Nuit d'Horreur pour ne rien manquer, car ce qui vient ensuite est bien pire. Un coven. Ces créatures ne se contentent pas de rôder seules dans les ténèbres. Elles se regroupent, se nourrissent ensemble, partagent leurs victimes comme une meute enragée. Un vampire isolé est déjà une menace mortelle, mais un groupe organisé, c'est une certitude de carnage. Je savais que je ne pouvais pas foncer seul. Pas cette fois. Les imprudents qui avaient tenté avant moi n'étaient plus que poussière ou non raturés dans les registres des chasseurs. Alors, j'ai fait ce que je déteste le plus, j'ai appelé des renforts. Pas des amis, non, je n'ai pas ce luxe, mais des contacts, des âmes perdues qui gravitent dans le même univers sombre que moi. Le premier était un ancien de l'Institut, un technicien marginal renvoyé pour insubordination. Lui, il bricolait des machines de détection à partir de vieux composants militaires. Ces appareils ne payaient pas de mine, mais ils avaient sauvé ma peau plus d'une fois. Le deuxième, une femme médecin. Médecin de l'ombre. Elle avait recousu mes chairs plus de fois que je ne pouvais les compter. Souvent dans des chambres de motel crasseuses où l'odeur de sang séché se mélangeait à celle du tabac froid.
Elle connaissait les limites du corps humain et celles des monstres. Enfin, j'acceptais à contre-cœur de collaborer avec un chasseur de l'Institut. Je ne leur fais pas confiance. Trop de protocoles, trop d'orgueil, pas assez d'instinct. Mais face à un coven, chaque paire de bras compte. Et je savais qu'il valait mieux un allié imparfait qu'une tombe prématurée. Nous nous retrouvâmes à 2 reprises avant l'assaut, dans un entrepôt désert, autour d'une carte de la ville et des plans de la laverie. Les murs résonnaient du bruit lointain des trains, comme une menace qui ne cessait jamais. Je leur détaillais chaque point faible, chaque sortie possible. Ils s'échappent, c'est fini. Le nid se reconstituera ailleurs. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous préparâmes l'arsenal. Canister d'ail concentré pour les asphyxier. Grenades AUV capables de brûler leur chair en un éclair. Armes blanches trempées dans l'eau bénite et le sel. Et bien sûr, des munitions en argent. Car l'argent est la seule chose universelle, la seule cicatrice que le surnaturel ne peut guérir. Je me souviens avoir caressé distraitement les balles brillantes avant de les glisser dans mon chargeur. Mon père disait « L'argent est la preuve que Dieu n'a pas totalement abandonné les hommes. » Quand le jour de l'assaut arriva, l'ironie me frappa de plein fouet. C'était un dimanche. Le ciel était limpide, le soleil haut, les familles déambulaient dans les rues, inconscientes de l'horreur qui grouillait à quelques pâtés de maison. La normalité, éclatante et fausse, masquait la pourriture tapie derrière les murs de la laverie. De l'extérieur, le bâtiment semblait mort depuis longtemps. Enseignes délabrées, fenêtres barricadées, peinture écaillée. Mais moi, je sentais. Chaque fibre de mon être vibrait de cet malaise particulier qui annonce la présence des monstres. C'était comme une pression sourde dans les tempes, un poids qui s'abattait sur la poitrine. Nous étions 5. 5 contre un nid entier. Pas suffisant. Jamais suffisant, mais c'était tout ce que nous avions. Je pris place devant la porte principale. L'Institut derrière moi, arme en main, nerveux mais déterminé. Le technicien et la médecin s'occupaient des côtés, prêts à bloquer les issues et à extraire les survivants si nous en trouvions. Le dernier, posté à l'arrière, surveillait les fenêtres du sous-sol. Je posai une main sur le bois pourri de la porte. Elle vibrait, comme si le bâtiment lui-même respirait. Je levai la main, fis un signe bref, et nous avançâmes. La porte céda dans un grincement lugubre, dévoilant l'intérieur de la laverie. Carrelage fissuré, 3 machines hors d'usage, un distributeur automatique éventré. Les néons au plafond clignotaient par à-coups, projetant une lumière blafarde qui rendait chaque ombre plus menaçante. Le silence était presque total, si ce n'est ce bourdonnement faible, comme un insecte coincé dans un tube de verre. Mais je savais que ce silence mentait. Derrière les murs, derrière le décor de façade, il y avait autre chose. Nous progressâmes prudemment. Le sol poisseux collait aux semelles. Puis, au fond, une cloison effondrée laissait apparaître un couloir étroit, relié à une vieille maison attenante. L'air y était épais, saturé d'une odeur d'herbe brûlée et de poussière. Quelqu'un entretenait volontairement cette atmosphère, un mélange d'encens et de narcotique. Assez pour endormir, affaiblir, soumettre. Quand nous franchîmes le seuil, la vérité se dévoila. Dans le salon, une dizaine de corps étaient éparpillés. Des hommes, des femmes, la plupart sans abri ou amégarés, affalés sur des fauteuils et des tapis tachés. Leurs coups portaient les marques sombres de morsures répétées. Aucun cri, aucun gémissement, seulement une respiration faible, presque imperceptible. Ils baignaient dans un brouillard de sommeil artificiel, maintenu en vie juste assez longtemps pour être drainé encore et encore. Je fis un signe. L'équipe se mit en mouvement, chacun empoignant un corps pour le transporter dehors. Les allers-retours commencèrent, rapides, mécaniques, comme une horloge bien réglée. À chaque sortie, je restais seul, mon arme pointée vers les couloirs, prêt à tirer au moindre mouvement. Un par un, les survivants furent déposés sur des barches à l'extérieur, pris en charge par la médecin qui préparait des perfusions. Leur peau blafarde me fit comprendre qu'ils avaient frôlé la mort. Certains n'ouvriraient peut-être jamais les yeux, prisonniers de leur torpeur. Mais ils respiraient encore. Et c'était déjà une victoire. Une fois le dernier corps sorti, nous reprîmes l'exploration. L'escalier menant à l'étage grinçait sous nos pas, tapissé d'un vieux tapis imbibé de taches sombres.
Chaque marche nous hurlait de rebrousser chemin. Arrivés devant la chambre principale, nous entendîmes un son. Un bruit humide, régulier, comme un animal lapant sa proie. Je poussai la porte d'un coup de sec. Les rideaux épais enfermaient la pièce dans une obscurité étouffante, et dans ce noir, une silhouette courbée se penchait sur un corps étendu. Le vampire. Son visage enfoui dans le cou d'un jeune homme qui convulsait faiblement, vidé de son sang. Le monstre ne nous avait pas entendus. Son dos se soulevait et s'abaissait, rythmé par sa frénésie. Je n'attendis pas. J'appuyai sur la détente. La balle d'argent transperça son épaule, l'arrachant de sa proie. Un hurlement féroce éclata, suivi par un second tir de mon coéquipier qui atteignit sa hanche. Le vampire se retourna vers nous, ses yeux rouges écarquillés, luisant d'une rage animale. Ses crocs dégoulinaient de sang encore chaud. D'un bond, il se renversa mon coéquipier d'un revers de bras, l'envoyant heurter violemment le mur. Puis il se jeta sur moi. Je tirai de nouveau. La troisième balle manqua. Le monstre était trop rapide. Ses griffes lacérèrent l'air, frôlant mon visage. L'odeur de sang et de chair me heurta comme une gifle. Mais j'avais appris à ne pas céder. Je visai une dernière fois. La quatrième balle, bénie et trempée dans l'argent, transperça son cœur. Le cri qui suivit fit vibrer toute la pièce, un rugissement déchirant qui bascula rapidement dans un silence irréel. Le vampire s'effondra, les yeux encore écarquillés, la bouche ouverte sur une grimace figée. Puis son corps se fissura, se consumant en cendres sombres qui retombaient sur le tapis comme une rahure maudite. Je repris mon souffle, arme tremblante dans ma main. À mes pieds, mon coéquipier grognait, son crâne ensanglanté. Il vivait encore. Je le tirai contre le mur, lui ordonnant de ne pas bouger. C'est alors que j'entendis un son, léger, presque un chuchotement. Je me tournai vers un placard entrouvert. À l'intérieur, recroquevillée sur un tas de serviettes usées, une fillette, 12 ans peut-être. Ses yeux écarquillés fixaient la scène sans cligner. Sa peau était maculée de poussière et de sang séqué. Elle portait un t-shirt trop grand pour elle, froissé, taché, bien trop adulte pour son âge. Je m'accroupis doucement. « Tu es en sécurité maintenant », murmurai-je. Elle ne répondit pas. Ses mains agrippaient le tissu de son vêtement comme une armure fragile. « Comment tu t'appelles ?»« Maya », souffla-t-elle. Un nom, un souffle de vie. Je lui tendis mes bras. Elle hésita, puis se laissa glisser contre moi, accrochée à mon cou de toute leur force. Je sentis son cœur battre faiblement, mais il battait encore. Je descendis les marches avec elle, serrée contre ma poitrine. Dans la cour, les autres préparèrent une civière. Maya fut allongée avec délicatesse, la médecin à son chevet. Sa respiration était faible, mais stable. Pour elle, pour les autres rescapés, ce cauchemar prenait fin. Mais moi, je savais. Ce que nous avions abattu n'était qu'une sentinelle, une branche du Coven, pas le tronc, pas la racine. Et si cette branche existait, combien d'autres s'étendaient dans les ombres des villes voisines? J'ai 30 ans aujourd'hui. C'est jeune selon le monde extérieur, mais dans ma vie, chaque année pèse double. Mes rares amis disent en riant que je grisonne déjà sur les tempes, que mes traits se sont durcis comme ceux d'un vétéran de guerre. Ils n'ont pas tort. Mais ce n'est pas une guerre qu'on raconte dans les manuels loups qu'on honore avec des médailles. C'est une guerre invisible, menée dans des ruelles sombres, des caves humides, des égouts que personne ne veut voir. Et chaque cicatrice que je porte, visible ou non, est une preuve que j'ai survécu là où beaucoup d'autres se sont effacés. Zazo est toujours là, fidèle à sa manière, toujours enfoui dans ses égouts, toujours exigeant sa bière de pomme et ses sneakers comme tribut. Toujours grinçant, toujours insupportable, mais il m'informe, il me tient au courant, et tant qu'il me parle, je garde une longueur d'avance. Moi, je continue. Je chasse encore. Toujours. Les visages changent, les villes aussi. Les journaux publient chaque jour de nouveaux drames, de nouvelles disparitions que le public range dans la catégorie des faits divers, mais moi, je sais lire entre les lignes. Je sais reconnaître la marque. Le monde se persuade que les monstres appartiennent aux légendes, que le mal est toujours humain et jamais autre chose. Mais moi, j'ai vu, je sais. Les monstres attendent, ils patientent, ils se nourrissent et ils grandissent. Chaque nuit, je marche dans les ruelles, j'ouvre les portes verrouillées, je descends les escaliers qui sentent la moisissure et le sang. Chaque nuit, je fais face à ce que vous refusiez de regarder.
Car tant que les vampires et leurs semblables rôderont, tant qu'ils respireront dans les interstices de nos villes, je serai là, à les traquer, à les abattre, à écrire l'histoire que personne d'autre n'oserait écrire. Vous qui écoutez ces mots, comprenez bien une chose, ce monde n'est pas aussi sûr que vous le croyez. Le monstre que vous ignorez vous regarde déjà, il attend le moment où vous baisserez la garde. Et si un jour vous sentez qu'un sourire est trop large, qu'une voix est trop douce, souvenez-vous de moi, souvenez-vous d'Abel, le chasseur qui n'a jamais eu le droit à l'oubli. Car cette guerre ne s'arrête jamais. Elle ne m'appartient pas seulement, elle vous concerne tous. Alors, si vous voulez continuer à voir ce qui se cache derrière les façades de la réalité, si vous avez le courage d'affronter les ténèbres sans détourner le regard, abonnez-vous à la chaîne Nuit d'Horreur. La prochaine histoire pourrait bien être la vôtre.